Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce troisième atelier du parcours de la transformation. Donc aujourd'hui, je suis magnifiquement accompagnée par Stéphanie Laporte, expert comptable, Jean-François Marvaux, coach spécialisé dans la conduite du changement que vous connaissez déjà. Vous êtes nombreux derrière vos écrans. On n'est pas très nombreux ici, mais sachez qu'on continue de vous recevoir ici en présentiel. Donc, on serait très, très heureux de vous recevoir pour la prochaine date, le 14 décembre. Donc, on s'est déjà vu. Vous savez que ce parcours de la transformation, c'est 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'expert comptable, chef d'entreprise, qui va définir sa stratégie pour savoir où aller demain. Le deuxième thème, c'est à partir du moment où l'expert comptable a fixé sa stratégie et son plan d'action, comment emmène-t-il ses collaborateurs? Ce management de la transformation, très compliqué à faire, c'est le deuxième thème, 3 ateliers. Et le dernier thème, une fois où on a défini notre stratégie, emmener nos collaborateurs et ensuite, il faut vendre. Et comment vendre? Je le dis souvent, vendre, c'est pas du tout un gros mot, c'est pas notre ADN d'expert comptable, hein. On le sait tous, on n'a pas appris à vendre parce que pendant longtemps, on va dire qu'on n'avait même pas le droit de faire de publicité jusqu'en 2007. Donc le troisième thème, c'est la vente. On va aborder ce thème au deuxième trimestre 2022. Donc, nous voilà partis pour le dernier atelier du premier thème, construire sa stratégie pour développer son cabinet. Je vous ai déjà fait les présentations. Je te laisse la parole, Jean-François. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mes lunettes et je ne vois pas le truc. Merci. Merci Virginie. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous en ce qui me concerne, pour ce deuxième atelier. Effectivement, c'est le troisième atelier sur les ateliers de la transformation. Lors du deuxième atelier, pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui ne l'étaient pas, vous l'avez en replay sur le site de l'Ordre des experts comptables Paris, nous avons abordé avec Philippe Barré les nouvelles missions, l'importance pour les cabinets d'expertise comptable si on veut développer dans ce nouveau contexte qu'on a souvent évoqué, ce contexte volatile, incertain, complexe, ambigu, avec des évolutions réglementaires. Si on voulait faire évoluer les cabinets d'expertise comptable, il était nécessaire pour vous, mesdames et messieurs, de développer de nouvelles missions et de réfléchir à la manière dont on répond mieux aux besoins et aux attentes de vos clients. Donc, on a évoqué ensemble les cabinets qui vont devoir se transformer dans ce contexte que je viens d'évoquer, qu'il fallait développer de nouvelles missions. On a vu également dans le cadre de cet atelier 2, le modèle économique qui devait changer avec une nécessité de nouveaux relais de croissance. Et puis, on a vu également que l'expert comptable porte le projet de transformation, c'est-à-dire que c'est d'abord à vous, en tant que non pas expert comptable, c'est-à-dire avec votre casquette métier, mais à vous avec votre casquette de chef d'entreprise. Et donc, ça nécessite une posture un peu différente. Un chef d'entreprise, un entrepreneur, ce n'est pas un expert métier. Et au départ, on vous apprend d'abord à être un expert dans votre domaine avant d'être un chef d'entreprise. Et donc, il y a un changement de posture que d'ailleurs certains dans votre domaine de l'expertise comptable ont déjà, et puis Stéphanie Laporte qui est ici présente va pouvoir vous témoigner de son expérience, mais il y a déjà beaucoup dans votre domaine de gens qui ont cette casquette de chef d'entreprise, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour un certain nombre d'entre vous. Bref, donc apporter le projet de transformation et d'être donc un acteur leader. Bien. Aujourd'hui, si vous avez suivi cet atelier et que vous avez réfléchi, aujourd'hui vous êtes à un stade où vous avez des projets, de nouvelles missions, vous avez de nouvelles activités que vous voulez développer. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on met en œuvre une stratégie pertinente par rapport à ces nouvelles missions et puis comment on peut mettre en place une feuille de route pour réaliser cela. Donc, concrètement parlant, Jean-François, au premier atelier, on a compris quel manager on était et comment on fonctionnait, quel chef d'entreprise. On vous avait donné des profils. Au deuxième atelier, on a compris vers quelle mission on voulait aller.
Est-ce que j'ai envie de faire du full service? Est-ce que j'ai envie d'aller vers la RSE? Est-ce que j'ai envie d'aller vers le DAF externalisé? Est-ce que j'ai envie de développer le RH? Est-ce que voilà. Donc maintenant, on a nos envies et là, tu vas nous dire comment on fait le plan d'action. Exactement. L'objet aujourd'hui, c'est de dire maintenant que je sais à peu près ce que je veux développer, comment je m'y prends. Alors, l'atelier va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, c'est que nous allons voir ensemble les différentes stratégies possibles de mise en œuvre. Ensuite, la formalisation, comment se formalise une stratégie simple et efficace. Deuxième partie. Et puis, en troisième partie, avant le témoignage de Stéphanie Laporte, nous aborderons l'élaboration de la feuille de route. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie? On parle de stratégie, on parle de feuille de route. Stratégie, vous savez, c'est un peu des mots comme c'est comme la gouvernance dans les organisations, c'est comme le modèle économique, ça peut être perçu comme un élément fourre-tout. Je voudrais là-dessus être très clair avec vous. Lorsqu'on parle de stratégie dans les organisations, on parle du chemin que nous devons parcourir pour passer de l'état actuel, celui qui correspond à votre cabinet d'expertise comptable dans cette situation aujourd'hui, à l'état désiré, la cible. Et cette cible, elle peut être à une temporalité, un horizon à 3 ans, à 5 ans, en fonction de la taille de votre cabinet. À vous de définir quel horizon, quel projet d'entreprise vous voulez mettre en œuvre et à quelle période vous voulez réaliser cela. Et ça, c'est un élément fondamental parce qu'on ne pourra pas ensemble travailler sur une stratégie pertinente et efficace si nous n'avons pas préalablement défini l'état de la situation actuelle de votre cabinet et petit 1, et puis petit 2, l'état désiré, c'est-à-dire la cible. Mettre en place des nouvelles missions, ok, c'est très bien, mais ça s'inscrit dans quel cadre? C'est quoi le contexte de votre cabinet? C'est quoi la taille souhaitée? C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est quoi le positionnement, etc. Donc, il y a quand même préalablement à l'élaboration de la stratégie à définir et à clarifier cela. Vous, en tant qu'expert comptable, mais également avec vos collaborateurs, c'est-à-dire que c'est bien un projet d'entreprise. L'ensemble des acteurs, l'ensemble des collaborateurs, des salariés du cabinet doivent être très clairement informés, au courant, en phase avec vous de c'est quoi notre projet. Bien. Si vous avez en tête de développer, je ne sais pas, une nouvelle mission qui est l'externalisation de la DAF, le full service, développer de nouvelles missions de conseil RH, très bien, mais il faut le partager avec vos collaborateurs, il faut que les gens aient envie, adhèrent, et ensuite, on va pouvoir parler de stratégie, c'est-à-dire on va pouvoir parler de comment, à travers un certain nombre de tâches et d'activités, nous allons mettre en œuvre et déployer ce projet d'entreprise dans votre cabinet. Donc la stratégie, c'est bien le mode opératoire, c'est le chemin choisi pour optimiser ses ressources et ses moyens dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Et j'aborde ici dans les meilleures conditions possibles. Alors, je ne voudrais pas faire de RSE, mais quand on parle de meilleures conditions possibles, c'est pour nous, en tant qu'entreprise, c'est pour nos collaborateurs, donc en tant que dimension sociale, et puis c'est aussi dans une dimension environnementale, c'est-à-dire en étant soucieux de l'impact de nos activités par rapport à notre environnement. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important, vous êtes peut-être au courant, mais il y a eu la loi climat qui est passée fin août, pendant que nous étions en vacances sur les plages, nos parlementaires ont voté la loi climat qui a un impact non négligeable sur les activités et qui concerne toutes les entreprises. Alors, d'abord, vous êtes une petite quinzaine en présentiel, vous êtes à peu près 200 en distanciel. J'avais une question à vous poser. Là, pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez que c'est le moment Slido. Donc, on prend nos téléphones. Merci. J'avais une question à vous poser concernant la notion de stratégie. Donc, je me suis juste permis de mettre sur l'application. Vous devez, si vous avez un téléphone, vous devez donc prendre votre téléphone et vous connecter par votre moteur de recherche à Slido, S-L-I-D-O. Et avant d'aller plus loin sur la notion de stratégie, je voulais juste vous interroger.
à la question suivante. Est-ce que vous avez une stratégie de développement du chiffre d'affaires de votre cabinet? Alors, si vous êtes expert comptable, vous répondez oui ou non. Si vous êtes collaborateur, est-ce que vous êtes informé au courant d'une stratégie de développement? Et je parle bien du chiffre d'affaires de votre cabinet. Donc, on s'inscrit dans une logique où votre cabinet d'expertise comptable est en train de travailler au développement de son chiffre d'affaires. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Voilà. Je vous laisse le temps de répondre. Pour l'instant, vous êtes une quarantaine de personnes à avoir répondu. Donc, normalement, comme je crois qu'il y a un peu plus de 150 personnes en distanciel, ça devrait… Voilà. Donc, si vous voulez bien prendre la peine, sur votre téléphone. Alors, si vous, le code, pour ceux qui ne voient pas bien, le code à rentrer, c'est 02 36 66. Donc, sur votre application, sur votre téléphone, vous tapez moteur de recherche Slido, on vous demande un code d'accès. Et donc, ensuite, le code, c'est 02 36 66. Bien, à ce stade, vous êtes à peu près une centaine à avoir répondu. On voit, et alors ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très révélateur et tant mieux. Moi, je me satisfais de ce résultat. On a à peu près 50% des gens qui répondent oui et 50%, un peu moins de 50% des gens qui répondent non. Ce qui veut dire que cette notion de développement du chiffre d'affaires à travers une stratégie commence à être claire. Alors, probablement qu'un certain nombre de participants à cet atelier étaient déjà présents à l'atelier 1 et à l'atelier 2. Et donc, je trouve ça plutôt un score intéressant. Donc, merci. Alors, à partir de là, effectivement, ceux qui n'ont pas de stratégie, réfléchissez à une stratégie et puis ensemble, revoyons ce que ça veut dire. Alors, c'est le chemin à parcourir. Cette stratégie, elle s'inscrit dans différents éléments. D'abord, elle s'inscrit dans une logique réglementaire. C'est-à-dire que vous devez évidemment mettre en place ces nouvelles missions à travers une dimension qui est une dimension réglementaire, de normes, de règles, etc., qui doivent être en phase avec l'art de votre activité. Le deuxième élément, c'est que cette stratégie doit se déployer en fonction de vos parties prenantes. J'entends par partie prenante évidemment vos clients, c'est-à-dire qu'il faut adapter la stratégie à la typologie de vos clients, mais ça doit être aussi fait en fonction de vos collaborateurs. Et donc, c'est important d'avoir en tête, est-ce que vos collaborateurs sont capables de vous suivre et de vous accompagner dans cette nouvelle stratégie. L'autre élément, bien sûr, c'est aussi une logique d'organisation, c'est-à-dire est-ce que la structure de votre cabinet d'expertise comptable permet la mise en place de nouvelles missions. Et si ce n'est pas le cas, comment je peux mettre en place une structure qui soit en phase avec les nouvelles missions qu'on veut développer. Et vous verrez que dans la stratégie, il y a une stratégie qui s'appelle d'externalisation, qui est de dire il y a des moments où, si je n'ai pas la possibilité de développer ces nouvelles missions en interne, je peux peut-être aller chercher en externe des partenaires ou des prestataires qui vont m'aider à développer ces nouvelles missions. L'autre élément, c'est que vous devez avoir dans cette réflexion sur la stratégie, ce qu'on appelle le SWOT, vous l'aurez dans le PowerPoint à la fin, qui est un outil de stratégie autour de l'analyse de votre environnement interne, externe. Et donc, pour pouvoir élaborer cette stratégie, il est nécessaire de bien comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez, quelle est la situation de vos forces et de vos faiblesses en interne et des opportunités et des risques en externe par rapport au marché sur lequel vous êtes. Et enfin, les deux autres éléments très importants pour moi, c'est quels sont les facteurs clés de succès, qu'est-ce qui fait la singularité, la spécificité de votre cabinet d'expertise comptable, sur quoi vous vous appuyez, pourquoi des clients viennent vous voir vous et pas un autre, en quoi vous apportez une réponse pertinente, spécifique, adaptée, qui donne envie à votre client de continuer à travailler avec vous. Et enfin, est-ce que vous avez bien conscience des avantages concurrentiels de votre cabinet d'expertise? Les clés de la stratégie ici reposent sur cette analyse de votre environnement à travers ces différents points que je viens d'évoquer. Alors, soit à ce stade, pour vous,
C'est très clair, c'est-à-dire que la dimension réglementaire, organisation, etc., tout ce que je viens d'évoquer est clair, et auquel cas, vous êtes dans une logique qui va être la suite, qui va être le déploiement de cette stratégie, dans une logique de création de valeur. Soit éventuellement, il y a des points sur lesquels zone d'ombre sur lequel vous n'êtes pas très au clair, que ce soit sur le thème de votre organisation, sur vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces de votre environnement, etc. Et auquel cas, on ne peut que vous inviter avec vos collaborateurs à réfléchir à ces éléments-là. Idem pour les avantages concurrentiels et les facteurs clés de succès. Je voulais juste rebondir, Jean-François. Le plan réglementaire, ça, je pense qu'on sait faire ça par cœur, voire peut-être même un peu trop, parce qu'on est tellement conscient et tellement compétent en termes de réglementation, de droit du travail, droit des sociétés, la déontologie, qu'on est souvent dans la surinterprétation et on imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on n'a pas là, il faut qu'on se mette peut-être un petit peu en sous-régime sur le plan réglementaire. Oui, ou utiliser le réglementaire comme des opportunités de business. Les évolutions, j'évoquais la loi climat, mais les évolutions réglementaires vis-à-vis de vos clients sont des opportunités pour vous d'apporter de la valeur ajoutée. Il faut être conscient qu'en ce moment, nous avons des changements importants de réglementation qui impactent les entreprises. Plus vous allez être en maîtrise, en savoir de ces évolutions réglementaires et donc en force de proposition vis-à-vis de vos clients sur ces problématiques réglementaires qui peuvent être très contraignantes pour certaines entreprises, plus vous allez créer de la valeur. Concrètement parlant, on a la facture électronique qui va être une contrainte donc imposée par l'administration fiscale. Demain, ça peut être une magnifique opportunité de faire les factures de nos clients. Mais donc là, on est dans la stratégie. Est-ce une volonté de s'orienter comme ça vers le full service ou pas? Voilà, comment on peut utiliser le réglementaire avec un niveau moins élevé peut-être que le climat. Faire des bilans carbone, c'est peut-être compliqué. En revanche, faire des factures, ça l'est peut-être beaucoup moins pour nos collaborateurs. Oui, bien sûr, je prends l'exemple de la loi climat parce que voilà, elle est au cœur de l'actualité, mais toute la dimension réglementaire RH liée aux règles, au droit du travail sont extrêmement importantes, évoluent vite en ce moment, et donc il y a un vrai sujet sur tout ce qui concerne la GRH, la gestion des ressources humaines pour vos clients, et sur lequel vous, en tant qu'expert comptable ou cabinet d'expertise comptable, vous pouvez apporter une vraie valeur ajoutée. Alors, les parties prenantes, bien évidemment, il y a le client, qu'on a souvent un peu tendance à oublier, nous, experts comptables, dans nos organisations. C'est-à-dire que quand on prend les plannings qu'on a dans nos cabinets, on est rythmé avec des dates de TVA, avec des dates de taxes. Et ça, je trouve que c'est assez significatif. Ça veut dire qu'on a mis la contrainte réglementaire, en fait, l'obligation fiscale, sociale dans le cœur de nos process et pas forcément le client. C'est un constat, hein. J'ai pas encore fait différemment dans mon cabinet, hein. Mais je pense que dans quelques années, ça sera plus ça en fait. Je rêve, hein, vraiment, j'ai déjà dit, alors je rêve sans le rêver, mais je rêve qu'un collaborateur dans quelques années me dise: Virginie, j'ai oublié de faire la TVA parce que j'ai fait le tableau de bord du client. Ça, j'en rêve. Ah bon, j'en rêve à moitié, vous comprenez pourquoi, mais c'est une image qui peut peut-être être retenue. Donc, les parties prenantes, évidemment, le client, et puis je vous ai parlé du collaborateur, ça, être à l'écoute du client. Alors, voilà, on le dit beaucoup. Moi, j'ai fait quelques erreurs quand j'ai commencé à mettre en place le numérique dans les cabinets. Donc, quand on change nos process et qu'on a envie de dématérialiser la fonction achat, on l'a tous compris aujourd'hui, si on n'inclut pas le client dans ce process, il ne va rien se passer parce qu'à un moment donné, on a besoin de lui. Ou alors, si on fait tout nous-mêmes, on n'aura aucun gain de productivité, il va rien se passer. J'en profite de cette digression pour, bien évidemment, pour faire cette stratégie, pour avoir du temps pour l'expert comptable,
d'y réfléchir, de le mettre en œuvre, de communiquer avec les collaborateurs, le temps d'inclure les collaborateurs, bien évidemment, il faut que nous ayons dégagé des gains de productivité dans nos cabinets, sinon on ne peut rien faire. On est tous pareils, on a du mal à recruter. Comme on a du mal à recruter, on a parfois des collaborateurs qui ont des portefeuilles débordants de dossiers. On aimerait faire différemment, mais parfois on n'y arrive pas. Ce qui fait que lorsque tout le monde est débordé, on ne peut pas être dans ce moment-là de la réflexion et de la stratégie et du plan d'action. Donc la seule solution, c'est de mettre en place, de continuer la transformation numérique du cabinet, les relevés de banque, la fonction achat, ne plus saisir les factures de vente en reprenant les caisses de nos clients. Enfin bon, ça pourrait être l'objet de tout un atelier, mais moi, j'en ai entendu certains râler derrière leur écran. Je les ai entendus en disant ouais, bah ça c'est bien beau tout ça, mais sauf que moi je bosse déjà 6 jours sur 7. Mes collaborateurs, j'en peux plus. D'ailleurs, j'en ai un qui a donné sa démission la semaine dernière. J'arrive pas à le rattraper, à le remplacer. J'arrive pas à le retenir. Bon, tout ça, c'est pour les autres. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'on a du mal à recruter. Et donc, les portefeuilles qui devaient être à 25 ou 30 dossiers, ils peuvent être peut-être à 40 ou 45 dossiers si on a mis en place un peu de numérique. Oui, alors effectivement, là-dessus, oui. Oui, là-dessus, Virginie, tu abordes un point qui est effectivement, mais je pense que Stéphanie aussi le redira lors de son témoignage. Lorsqu'on est sur l'élaboration de la stratégie, on est sur ce que j'appelle, dans les entreprises, on appelle ça le build, hein, c'est-à-dire qu'il y a le run, c'est ce que vous faites, c'est toutes les activités récurrentes actuelles en lien avec votre métier. Ça, c'est le run. Et il y a le build. Le build, c'est-à-dire on est en train d'échafauder ce que sera l'entreprise demain. Bon, et effectivement, dans vos petites structures, je parle pour les petits cabinets d'expertise comptable, une dizaine, 5, 6 collaborateurs, 2, 1, 2, 3 experts comptables, effectivement, c'est difficile de sortir la tête du guidon et de travailler sur demain, le demain étant dans 3 ans et en 5 ans, alors qu'on est accaparé, comme tu l'as évoqué, qu'on est accaparé par le quotidien. Et donc, ça nécessite effectivement, d'un moment donné, de s'obliger, difficile, mais de s'obliger à prendre le temps dans la semaine, dans le mois, pour travailler sur cette stratégie, pour travailler sur cette vision, etc., etc. Sinon, vous restez la tête dans le guidon et puis vous faites votre quotidien, mais pendant ce temps, vous ne transformez pas votre organisation. Le digital est une formidable réponse pour vous et vos collaborateurs pour redonner du temps à l'entreprise, au cabinet, et pour pouvoir se dégager du temps pour travailler là-dessus. Donc effectivement, c'est un point très important, parce qu'on voit que ce n'est pas évident de mettre en place une stratégie en même temps qu'on est en train de pédaler. Et ça, c'est un vrai sujet, mais c'est valable pour les cabinets d'expertise comptable. Moi, je le vois, c'est valable pour tous les chefs d'entreprise qui sont dans des petites structures et qui, comme on le dit, sont au four et au moulin. Alors, à partir de là, une fois que vous avez fixé la base que j'évoquais ici, hein, la base des éléments qui vont constituer votre stratégie, vous avez plusieurs types de stratégies. Ce qu'on vous propose ici, c'est de vous en donner 4. Il y en a d'autres, mais déjà ces 4-là sont suffisamment prégnants pour pouvoir travailler sur la mise en place, l'implication de nouvelles missions dans le cadre de vos activités. La première stratégie, c'est une stratégie de spécialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cabinet d'expertise comptable va se singulariser pour faire du spécialiste. Du spécialiste à travers, par exemple, pas que, mais par exemple par rapport à un secteur d'activité particulier. Vous allez être un cabinet d'expertise comptable auprès des radiologues, les centres d'imagerie médicale. Moi, j'accompagne les radiologues sur des projets de transformation, sur des projets de regroupement, etc. Il y a quelques cabinets qui sont spécialisés auprès de ces radiologues. Ça veut dire qu'ils connaissent parfaitement le langage technique des radiologues. Ils peuvent parler d'égal à égal sur des problématiques techniques, de machines, etc. Ils connaissent les indicateurs clés business de ce secteur d'activité. Ils connaissent les problématiques de financement, les problématiques de partenariat avec les cliniques, les hôpitaux, etc. etc. Pareil avec les restaurants, pareil, bref, vous pouvez donc avoir là
une singularité à travers des nouvelles missions qui vont répondre à la spécificité d'un secteur d'activité, quel qu'il soit. Alors, ça veut dire pour vous bien maîtriser le secteur, avoir une veille sur le secteur, comprendre le secteur, comprendre l'évolution du secteur, que vous soyez restaurateur ou autre, et ensuite, à partir de là, développer au sein de votre cabinet des compétences spécifiques qui soient en lien avec ce secteur. Deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de diversification, c'est-à-dire en plus de vos activités dites réglementaires, légales, vous pouvez développer de nouvelles activités qu'on appelle alors le full service, hein, c'est très à la mode au sein des experts comptables, la partie bien sûr RH, l'accompagnement au conseil et à la mise en place de tout un tas d'activités qui sont des activités RH, autour de la finance, bien sûr, on le verra avec Stéphanie Laporte qui a développé une activité d'externalisation de la fonction financière, de la direction financière, autour du contrôle de gestion, c'est-à-dire du pilotage financier de l'entreprise, etc., etc. Et je pense, je vous parlais de la loi climat, mais je pense qu'il là aussi, il pourrait y avoir des cabinets d'expertise comptable qui se positionnent dans une logique d'éco-responsabilité, d'accompagnement des entreprises qui souhaitent être plus ce qu'on appelle le green business, et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, cette stratégie de diversification, là, pour le coup, c'est plutôt c'est un élargissement de votre offre de service, de votre offre globale horizontale, hein, c'est-à-dire qu'on va aller accompagner un peu plus en profondeur notre client dans l'ensemble de la palette de ce qu'il a à réaliser. La troisième stratégie, c'est une stratégie d'externalisation. Donc, c'est-à-dire que certaines de vos missions peuvent être faites par d'autres. Hein, et donc, on va alors d'abord déléguer certaines missions qui, par exemple, peuvent être des missions à faible valeur ajoutée. Vous dites, bah, ça, on le faisait avant, il suffit de traverser la rue pour reprendre l'expression et on s'aperçoit qu'on a une entreprise qui propose le même service moins cher. Donc, plutôt que de le faire par mes collaborateurs, je vais le faire par cette entreprise. Hein, je l'externalise. Hein, c'est ce que font les entreprises, par exemple, sur la paye. La paye, beaucoup d'entreprises ont décidé d'externaliser la paye parce qu'il y a des cabinets, il y a des, etc., qui réalisent la paye. Donc, vous, c'est pareil, vous faites tout un tas de tâches au quotidien et d'ailleurs, certaines tâches que vous avez déjà externalisées, vous pouvez continuer dans cette logique-là. Et donc, là aussi, vous dégagez du temps pour réaliser des tâches et des activités auprès de vos clients à plus forte valeur ajoutée. L'autre élément, c'est bien sûr, c'est l'externalisation, non pas vis-à-vis de prestataires, mais vis-à-vis de vos clients. Hein, et là aussi, on voit qu'un certain nombre de cabinets d'expertise comptable ont dit aux clients, bah, écoutez, vous voulez payer moins cher. Si vous voulez payer moins cher, vous allez participer à l'activité du métier d'expertise comptable. Hein. Donc moi, j'ai ce que j'évoquais, moi j'ai un cabinet dans le sud d'expertise comptable dans le sud, et ben, il me demande, moi, de rentrer toutes les factures sur une plateforme. Donc je fais une partie, avant la tâche, cette partie de la tâche était réalisée par le comptable au sein du cabinet et aujourd'hui, c'est moi qui fais une partie de cette tâche et moyennant évidemment un prix moins élevé d'honoraires. Donc, vous avez aussi là la possibilité, j'allais dire, de former vos clients à réaliser un certain nombre de tâches que vous réalisiez aujourd'hui et que demain votre client va faire, en échange, bien sûr, d'aller chercher d'autres activités à plus forte valeur, là aussi, ajoutée. Et ça peut être gagnant-gagnant, hein. C'est-à-dire, ne voyons pas qu'à travers cela, une dévalorisation du métier d'expert comptable, mais plutôt une valorisation d'un partenariat qui renforce les liens entre vous et votre client. Hein, donc, deux possibilités dans cette stratégie d'externalisation. Je transfère des tâches et des activités auprès des clients et je renforce ma relation et ma proximité avec eux. Deuxième possibilité, je vais chercher des sociétés qui vont réaliser ces tâches pour moi avec, attention, une question sur le modèle économique et la manière dont je rentabilise cela, surtout lorsque je le fais faire par un prestataire extérieur. Et puis enfin, quatrième élément, quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie partenariale, où là, en fait, on va s'associer à d'autres expertises métiers, mais qui sont importantes pour nos clients, comme par exemple des avocats.
spécialistes ou des consultants spécialistes dans un domaine, ou alors on va aller développer des partenariats avec d'autres cabinets d'expertise comptable dans une logique de regroupement de compétences. C'est assez à la mode en ce moment, le fait d'avoir des plateaux sur lesquels on retrouve des compétences qu'on partage entre sociétés. Pardon. Voilà. Donc voilà les 4 typologies de stratégies qui peuvent être intéressantes à partir du moment où vous avez défini vos nouvelles missions, défini vos nouvelles offres. La manière dont vous allez réaliser ces nouvelles missions, ces nouvelles offres peuvent se faire à travers ces 4 stratégies. Juste un petit commentaire. Stratégie de spécialisation, je pense qu'on l'a tous en mémoire. Le problème, ça va être de conserver les collaborateurs. C'est-à-dire que trouver aujourd'hui des collaborateurs qui n'ont envie de rester que sur un secteur d'activité, c'est compliqué. Moi, parfois, je reçois des collaborateurs dans mon cabinet et ils quittent leur cabinet actuel parce qu'ils sont mono-activité et ils veulent plus de diversité. Donc, ça veut dire qu'il faudra un outil, une plateforme, un outil informatique puissant et qu'on n'ait pas forcément besoin de trop de collaborateurs. Voilà ma petite idée. Le full service, bien évidemment, je pense que c'est une mission vraiment d'accompagnement pour demain. Petit résumé des épisodes précédents. Le premier atelier, les premières minutes du premier atelier, c'était le constat. Pourquoi on est là aujourd'hui à parler de stratégie? Parce que le constat est le suivant. La facture électronique arrive. On sait que bientôt, on ne fera plus de mission de tenue de comptabilité. On a tous en mémoire que la facture électronique, c'est un article de la loi de finances. Donc, c'est piloté par la DGFiP et de la facture électronique va en découler la déclaration de TVA pré-remplie. Il ne nous parle pas du FEC, mais moi, je parie que le FEC sera mensuel ou annuel et qu'il n'y aura plus de liage fiscal. Donc, le résumé des épisodes précédents, c'est quoi? C'est si nous ne faisons plus de tenue de compta, si nous ne faisons plus de TVA et si nous ne faisons plus de liage fiscal, ce qui représente 44% de notre chiffre d'affaires et peut-être 80% du temps des tâches de nos collaborateurs, qu'allons-nous faire demain? C'est ça, c'est pour ça qu'on discute ici qu'il y a cet atelier de la transformation. Donc, chaque stratégie est évidemment la vôtre. Hein. On a la grande chance d'être tous des professionnels libéraux et d'avoir le choix, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. On est en train de choisir son métier de demain. Quel luxe! Tout à fait. Et l'autre élément qui fait écho avec ce que tu viens de dire, c'est que dans le choix de l'une de ces 4 stratégies au regard des missions que vous voulez mettre en place, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions vis-à-vis de vos collaborateurs, parce qu'effectivement, tu as raison, il faut qu'une stratégie de spécialisation, une stratégie d'externalisation ne va pas avoir du tout le même impact sur votre corps social, sur vos collaborateurs et sur la motivation, l'engagement, l'implication de vos équipes. Et donc, par conséquent, quand vous êtes à la tête d'un cabinet, il faut bien identifier quels vont être les éléments de motivation, d'envie, lorsque demain vous allez dire on développe de nouvelles missions, mais je les externalise auprès d'un prestataire extérieur ou je développe un partenariat avec un autre cabinet. Et donc, il faut impliquer vos collaborateurs dans la décision de ces différentes stratégies parce que ça ne va pas avoir du tout le même impact pour eux. Et au quotidien, ça peut avoir des effets parfois collatéraux un peu pervers, notamment démotivation de certains, voire des gens qui disent bah oui, mais moi c'est plus ça qui m'intéresse et donc je préfère quitter le cabinet. Donc il faut être sûr que dans la stratégie que vous allez développer, vous êtes suivi par vos équipes, par vos salariés. Alors, merci pour le teasing, puisque c'est évidemment le prochain thème, les collaborateurs et le management de transformation des 3 prochains ateliers. Et oui, parce qu'on n'y arrivera pas, vous n'y arriverez pas seul. Il est indispensable d'abord que l'ensemble des salariés soient impliqués dans la démarche. Et puis on le verra aussi qu'il y ait d'autres, parfois d'être accompagnés aussi par des mentors, par des coachs, comme on l'a déjà évoqué. Alors, à partir de là, une fois que vous avez donc vos nouvelles missions, que vous avez défini
une des stratégies qui vous paraît être la plus pertinente pour pouvoir mener à bien et réaliser ces missions. Donc, aller vers la cible définie. À partir de là, comment? Méthode d'élaboration des démarches. Comment on fait? D'abord, on formalise la promesse. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, formaliser la promesse? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous dites « je vais proposer à mes clients de nouvelles missions », concrètement, c'est quoi? C'est quoi l'offre de l'externalisation d'une fonction financière? C'est quoi l'offre d'accompagnement ou de mise en place d'un contrôle de gestion, d'un pilotage financier de l'entreprise? C'est quoi l'offre qui correspond à la mise en place d'un suivi, d'un accompagnement autour de la gestion des ressources humaines? Donc, formaliser la promesse, ça veut dire c'est quoi les attentes et les besoins du client, non pas de manière fantasmée, mais concrètement au quotidien, il attend quoi de moi en termes de jours, en termes de compétences, en termes de livrables, etc. C'est quoi le parcours client? C'est quoi ces enjeux sur le problème qu'on évoque? C'est quoi ces défis lorsqu'on parle de contrôle de gestion, d'externalisation de la direction financière? C'est quoi ces problématiques auxquelles il est confronté et comment moi, à travers une offre pertinente, j'adapte cette offre à sa problématique, à lui? Éventuellement, je définis bien c'est quoi les difficultés, c'est quoi son problème, et donc à partir de là, c'est quoi ses souhaits, sa vision, ses envies. Bien, donc je formalise la promesse qui soit en adéquation. À un moment donné, Air France a dit, j'ai en face de moi des chefs d'entreprise qui veulent faire Paris-New York dans la journée, c'est ça la problématique. D'accord, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Voilà. Parce que c'est quand même, il faut traverser l'Atlantique. Voilà. Bon, et tout d'un coup, il y a Air France qui dit, bah, pas compliqué, on va inventer un avion, ça va être le Concorde, il va voler plus vite que la vitesse du son, et puis comme ça, les gars, en se levant à 5 heures du matin, et en arrivant à 6 heures à Charles de Gaulle, ils pourront faire l'aller-retour dans la journée, ils seront contents. Bien, donc c'est ça, il y a une promesse, mais encore faut-il qu'il y ait un besoin qui soit clair et qu'on réponde parfaitement à la promesse. Deuxième élément, une fois qu'on a clarifié la promesse, il faut construire l'architecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place les compétences au sein ou à l'extérieur, si on est dans des stratégies partenariales ou d'externalisation, les compétences nécessaires. Je m'assure, je forme mes collaborateurs et je m'assure qu'on est capable, on a le savoir-faire, on a la technicité, etc., les compétences donc, pour mener à bien ces nouvelles missions. Une fois qu'on a la technicité, le savoir-faire et les compétences, ensuite, il y a quand même à créer le processus, créer la tâche, créer l'activité. Ça passe notamment par dégager du temps. Encore faut-il que mon collaborateur a peut-être les compétences, mais est-ce qu'il a le temps dans la journée pour réaliser ces nouvelles missions, ces nouvelles activités? Sinon, je vais aller chercher évidemment à l'extérieur des personnes qui vont pouvoir réaliser cela. Donc, je vais embaucher des nouvelles personnes. Donc, les personnes, les modalités de réalisation, avoir la bonne personne à la bonne place avec le bon niveau de compétence. Et puis après, vous avez aussi des enjeux qui sont des enjeux de logistique, de technicité, d'outils, de logiciels, bon, etc. Voilà. Donc, deuxième élément, une fois qu'on a formalisé la promesse, on construit l'architecture, c'est-à-dire la manière dont on va réaliser cette mission. Bien. On a la promesse, on a l'avion, on a le Concorde. Encore faut-il, et ça c'est le troisième élément et qui va vous intéresser, c'est évidemment valider le modèle économique, c'est-à-dire est-ce que tout ça est rentable? On répond bien aux attentes et aux besoins de notre client et il nous remercie. Donc au moins on satisfait la satisfaction client. Deux, on a la capacité de réaliser et de reproduire au fur et à mesure que nos clients réclament ce produit, ce service, la chose, la mission. Mais ensuite, va se poser évidemment la question du modèle économique, c'est-à-dire est-ce que c'est rentable pour nous? C'est-à-dire c'est quoi le chiffre d'affaires potentiel? C'est quoi les coûts? C'est quoi la marge? C'est quoi la rentabilité directe? Et la rentabilité, bien sûr, indirecte, c'est-à-dire le fait qu'il y a certaines prestations que nous réalisons et qui permettent de fidéliser nos clients, même si on marche peu dessus. C'est le système de la machine à café. On gagne peu sur la machine à café, mais on gagne beaucoup sur la capsule. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez avoir dans tout ce que vous proposez au quotidien, dans vos missions, dans vos activités, certaines tâches qui sont moins rentables que d'autres, mais qui sont indispensables parce que c'est ça qui assure la relation client. Et puis enfin, la rentabilité à travers des prestations additionnelles sur lesquelles vous avez une valeur ajoutée plus forte, une politique tarifaire et puis bien sûr une gestion du service après-vente qui peut induire des coûts, cachés et sur lequel il faut être aussi attentif en matière de rentabilité. Mais ça j'allais dire, ça là-dessus, vous connaissez.
Alors, juste pour plaisanter, j'imagine que pour le Concorde, c'est le troisième point qu'ils ont loupé. Peut-être qu'ils auraient dû nous demander conseil. Et plus sérieusement, on peut très bien appliquer cette démarche-là dès à présent pour l'ECF, l'examen de conformité fiscale. C'est-à-dire que, vous savez, cette nouvelle mission qui permet à une entreprise d'avoir un blanc-seing fiscal avec 10 points de contrôle. Il y a sur le site du Conseil supérieur de l'ordre des modèles de l'aide de mission et une aide pour analyser le FEC. Donc, cette nouvelle mission qui est 5 points en gros de compta, 5 points de fiscalité, on peut très bien prendre cette démarche-là. Moi, je vais l'appliquer dans mon cabinet puisque pour tous les prochains bilans au 31 décembre 2021, je vais proposer un FEC à chaque client et on peut descendre ça. Et là, ça peut vous faire un petit galop d'essai avec cette petite mission-là. Donc, qui l'a fait dans le cabinet, combien on la vend, comment on s'y prend. Parce que bien évidemment que si on appelle tous nos clients en avril de l'année prochaine en leur disant « Ouais, au fait, il y a le FEC, ça vous permet en offre de plus avoir de contrôle fiscal. Mais si jamais vous en avez un sur les points qu'on a vérifiés, vous n'aurez ni majoration ni pénalité. Est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors que si on s'y prend dès maintenant, en formalisant cette démarche tout de suite, en envoyant peut-être un mail à tous les clients, en leur disant qu'aujourd'hui, on peut leur proposer une garantie fiscale, en se disant, tiens, qui va être monsieur ou madame FEC dans le cabinet, ou alors ou en emmenant tous les collaborateurs. Donc, en fixant cette stratégie, par exemple, aujourd'hui de l'ECF, de l'examen de conformité fiscale, ça peut être peut-être un petit galop d'essai sympathique pour mettre en place cette démarche. Tout à fait. L'autre élément qu'on n'aborde pas ici, mais vous aurez l'occasion on aura l'occasion de l'aborder dans le cadre du troisième volet sur les ateliers de la transformation, c'est ensuite c'est de marketer le tarif, hein, de marketer. On vous parle de valider le modèle économique et de sa rentabilité. Ça, c'est notre tringlerie interne, c'est notre sauce interne au niveau du cabinet. Mais ensuite, il y a la manière dont on va marketer cette offre et comment on va proposer une tarification qui soit acceptable par le client et qui fasse lien avec la promesse. Hein. On voit qu'il y a en ce moment beaucoup de, j'allais dire, de créativité dans la manière d'aborder le modèle économique dans les entreprises. Hein. On ne vend plus des choses, on fait des abonnements, on fait d'autres types de forfaits. Enfin, on cherche à créer des nouvelles formes de modèles tarifaires dans une logique de rentabilité qui soit beaucoup plus acceptable par le client qu'uniquement de lui dire ben voilà, j'ai fait telle prestation et je facture à la prestation. On est dans d'autres modèles et là aussi ça sera intéressant. Il y a la manière dont vous rentabilisez votre mission et puis ensuite il y a la manière dont vous le vendez à vos clients. Donc c'est pas l'objet là de cet atelier, mais il faut quand même avoir en tête cette notion-là parce qu'en fonction de la typologie de vos clients, l'acceptation du prix est très différente. Évidemment, si je reprends l'analogie avec mes radiologues et mes restaurateurs, vous voyez bien que vous avez deux populations avec deux approches de la notion de prix très différentes, parce que les modèles ne sont pas du tout les mêmes. Alors, à partir de là, quelles sont les conditions pour construire sa stratégie et sur lesquelles vous devez être vigilant? Premier élément, vous devez rendre visible cette nécessité du mouvement, c'est-à-dire faire adhérer les collaborateurs à ce changement. Sans forcément être trop, j'allais dire, anxiogène, il est important que si vous avez conscience de la nécessité de bouger et de faire évoluer votre cabinet, ce n'est pas forcément le cas de tous les collaborateurs. Ils ne perçoivent pas forcément l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Et donc, il est important de bien faire adhérer et rendre compréhensible le pourquoi que tu évoquais tout à l'heure, Virginie, le pourquoi est-ce que nous devons faire tout cela. Et donc, ça passe notamment, alors c'est une proposition d'atelier de réflexion et de partage de la situation avec eux. Bien. Et parfois, c'est évident, on est ensemble, on travaille au quotidien ensemble, donc pour vous, la représentation que vous avez de l'évolution du monde dans lequel vous êtes est claire pour tout le monde.
quand on commence à travailler et à formaliser les choses et à conscientiser sur ces évolutions réglementaires, etc., on s'aperçoit que ce n'est pas toujours évident. Donc, rendre visible, c'est fondamental. Deuxième élément de la réussite pour construire sa stratégie, c'est de démontrer l'engagement du dirigeant, votre attitude, vos actions concrètes. Qu'est-ce que vous faites qui amène effectivement à montrer vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos collaborateurs qu'on est en train d'évoluer. Troisième élément, il faut intéresser les collaborateurs, c'est-à-dire leur donner un rôle. Quel rôle ils vont jouer dans la mise en place de cette nouvelle mission? Est-ce qu'ils sont leaders sur la mise en place? Est-ce qu'ils vont participer à des formations? Est-ce que vous allez les amener à développer de nouvelles compétences? Comment ils vivent cela? Est-ce que pour eux c'est une contrainte? Est-ce qu'au contraire pour eux c'est une opportunité? Et donc les faire travailler sur des projets qu'ils vont mener dans le cadre de cette transformation. Sous-entendu, vous n'êtes pas seul et ne faites pas les choses seuls ou de manière, j'allais dire, verticale. Soyez plus horizontal et plus en mode coaching de vos collaborateurs par rapport à qu'est-ce que vous avez envie de faire. On parlait de la digitalisation. Moi, je suis toujours un peu effrayé de voir que la digitalisation, c'est-à-dire le changement, l'automatisation, la transformation des processus et des tâches et des activités en interne, sont pilotés par l'expert comptable, sont pilotés par le chef d'entreprise. Alors que, évidemment, ce sont des tâches qui sont réalisées au quotidien par les collaborateurs. Non, la transformation des tâches et des activités au quotidien doivent être faites et les projets de transformation, sur la digitalisation notamment, doivent être surtout pilotés par ceux qui, ensuite, au quotidien, vont être amenés à réaliser ces tâches et ces activités dans ces nouvelles formes. Quatrième condition de la réussite, adapter les processus du cabinet. Automatisation, simplification, dans les logiques qu'on a évoquées tout à l'heure, de se dégager du temps et de pouvoir ensuite travailler sur le futur, le build. Cinquième condition de la réussite, adapter les systèmes. Vous avez aujourd'hui dans vos outils logiciels, systèmes d'information, pilotage des data, à faire évoluer vos logiciels, que ce soit ici, que ce soit les CRM, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation client, que ce soit RH, gestion, etc. Et donc, il faut adapter les systèmes informatiques à l'intégration de ces nouvelles missions. Ça paraît évident, mais parfois on s'aperçoit qu'il y a sur le plan des logiciels quelques freins, quelques résistances parce qu'on a mis en place les nouvelles missions, mais les logiciels ne suivent pas. Et donc les collaborateurs ensuite ont beaucoup de difficultés à réaliser correctement les missions parce que le système informatique n'est pas adapté à ces nouvelles missions. Donc c'est un travail qu'il faut faire en amont et qu'il faut anticiper. Et parfois, ça nécessite un peu d'investissement financier parce que ce sont des structures qui font appel à des cabinets conseils ou de SS2I ou de logiciels qui nécessitent un coût. Sixième condition de la réussite, faire bouger l'organisation, c'est-à-dire travailler sur la communication et l'animation du suivi. Alors, cette communication, elle doit se faire en interne sur l'état d'avancement de l'avancement de votre stratégie, mais elle doit aussi se faire en externe vis-à-vis de vos clients. Et la communication doit être anticipée en amont pour pouvoir assurer le bon suivi et le bon état d'avancement de votre mise en place de vos nouvelles missions. C'est un point qui est souvent là aussi un peu négligé ou qui est fait sans forcément suffisamment de formalisation et donc pas suffisamment clair, que ce soit en interne, dans la compréhension et dans l'adhésion de vos collaborateurs sur cette nouvelle stratégie ou en externe vis-à-vis de vos clients. Et puis après, il y a tout ce qui est l'animation du suivi. Et puis enfin, septième condition de la réussite pour conduire sa stratégie, c'est de gérer le programme de transformation en mode objectif, indicateur, de pilotage adéquat, c'est-à-dire on pilote en mode projet. Il faut que vous ayez un tableau de bord, comme vous l'avez pour votre business, un tableau de bord qui vous permet de suivre au fur et à mesure l'état d'avancement et puis avec des jalons, en mode projet. Donc ça, c'est également un point important. C'est quoi vos indicateurs qui vous assurent qu'on est bien en phase
et que vous êtes bien en train de poursuivre le chemin que vous avez défini préalablement. Hein, il y a un peu un plan de vol. Hein. Tu me faisais l'idée de Jacques Attali, hein, sur la vision, et qui dit une fois que j'ai ma vision, j'ai un plan de vol, et ce plan de vol, après, j'ai un rétro-planning, c'est-à-dire que j'ai défini un certain nombre d'actions, de jalons qui sont clairs, qui me permettent de suivre et de m'assurer qu'on est bien aligné avec la cible à atteindre. Voilà. Alors, évidemment, ça peut être au fur et à mesure ajustable, c'est-à-dire que quand vous avez pour ambition d'implémenter une nouvelle mission dans votre cabinet d'expertise comptable à 10, 12, 18 mois, entre-temps, le monde bouge et donc vous devez parfois faire évoluer votre plan de vol. Hein. C'est comme pour encore l'analogie avec l'avion. Le pilote, il a 2 heures avant de décoller, il a défini son plan de vol. Bon, une fois qu'il est en l'air, en fonction de la situation météo, etc., il peut décider de faire légèrement bouger et orienter les choses au fur et à mesure que la météo évolue. Il y a un orage, il va contourner, il va prendre de l'altitude, etc. Donc là aussi, il faut que vous soyez agile et souple dans la mise en place de votre stratégie. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Si on définit, par exemple, en petite stratégie, l'examen de conformité fiscale, on peut le tester sur 10 clients, 5 petits, 2 gros, voir comment passe le discours, à quel moment on peut le faire, etc. Et puis après, on déploie dans le cabinet. Comme je suis le timekeeper, j'avais un objectif de te dire quand il était 10h moins 10. Et c'est l'heure. Et j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Un point sur ces conditions de réussite. J'aime bien l'idée, Virginie, que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire, vous voyez, on vient d'aborder ensemble différents éléments. D'abord, les postulats de base pour pouvoir réaliser votre stratégie. Ensuite, les différentes stratégies. Ensuite, les conditions de réussite pour construire sa stratégie. Là-dessus, dans une première approche, on peut dire waouh, monter le Kilimandjaro, ça fait haut quand même, hein, quand on est d'en bas. Mais il faut être dans une logique de step by step, de petits pas. Et c'est au fur et à mesure qu'on met en place les choses, que les choses se construisent, qu'on monte et qu'on gravit la montagne. Donc c'est vraiment dans cette logique-là. Il faut avoir une approche qui est une approche très pragmatique des choses. Si vous avez construit votre plan de vol step by step, et ben ensuite, vous allez réaliser au fur et à mesure les tâches et les activités. Et lorsque vous êtes face à une problématique, vous pouvez les dire. Alors, l'élaboration de la feuille de route, en 2 mots, ça va se terminer comment? Ça va se décliner par définir un calendrier et la temporalité pour atteindre la cible. C'est ce qu'on a évoqué. Hein. Vous avez votre cible, vous définissez le calendrier et la temporalité, vous identifiez les différentes phases du projet, vous intégrez ces différentes phases dans ce calendrier et puis ensuite, vous pouvez dresser la liste des tâches, des jalons, des critères de go, no go, c'est-à-dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Peut-être effectivement à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a un problème et qu'il faut modifier votre stratégie ou modifier les éléments constitutifs de la nouvelle mission. Et puis enfin, dernier point de la feuille de route, c'est de suivre l'état d'avancement et d'ajuster au fur et à mesure. C'est ce que j'ai évoqué avec vous. Voilà, donc en conclusion, se fixer des objectifs clairs avec un horizon à 3-5 ans, cadrer les moyens et les ressources nécessaires pour mener à bien ces nouvelles missions. Si vous n'avez pas les moyens et les ressources en interne, allez les chercher en externe, investir. Troisième élément, définir votre modèle économique, hein, ce qu'on évoquait, promesse, architecture, rentabilité. C'est ça qui va être l'élément clé de votre stratégie, qui va vous assurer que la stratégie que vous avez définie est la bonne. Quatrième élément, choisir la stratégie la plus pertinente en fonction du contexte, du positionnement du cabinet, des opportunités et de sa raison d'être. Et enfin, impliquer les collaborateurs dans la démarche stratégique et les responsabilités sur la mise en œuvre opérationnelle. Vous n'y arriverez pas s'ils ne sont pas impliqués. Alors, j'avais envie, avant de faire passer la main à Stéphanie Laporte pour son témoignage, j'avais envie de vous interroger sur votre souhait de stratégie. Je vous ai présenté 4 stratégies. Là encore, avec Slido, si vous voulez bien prendre la peine de prendre votre téléphone et de rentrer le code 02 36 66. Je vous ai présenté 4 stratégies
Et je voulais savoir si éventuellement parmi les 4 stratégies présentées, il y avait une qui vous semblait plus adaptée à votre cabinet et si oui, laquelle? Alors 1, spécialisation, 2, diversification, 3, externalisation et 4, partenarial. Donc c'est pour nous, c'est pour avoir un peu un sondage parmi vous. Qu'est-ce qui vous semble être la stratégie la plus adaptée dans une logique de développement de votre chiffre d'affaires par rapport aux 4 stratégies qu'on vous a présentées? Spécialisation, diversification, externalisation ou une stratégie partenariale? Voilà, pour l'instant, c'est plutôt la diversification, c'est-à-dire le full service, les nouvelles missions de conseil autour RH, autour finance, etc., contrôle de gestion, qui vous semble être la stratégie la plus pertinente, on va dire, pas adaptée, mais plus pertinente pour développer votre chiffre d'affaires. Merci pour votre attention. Je laisse la parole maintenant à Stéphanie Laporte qui va, elle, nous témoigner de la manière dont elle a développé une nouvelle mission sur l'externalisation de la direction financière. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler effectivement de ce sujet et peut-être en amont un petit peu mon affection pour la stratégie et un petit peu la manière dont je m'y suis prise pour la monter, pour la suivre, où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait en pratique au sein de mon cabinet. Donc, moi, j'ai créé mon cabinet en 2015, ex nihilo. Bon, à ce moment-là, beaucoup m'ont dit, c'est un gros délire, tu nages en plein délire, tu n'y arriveras pas. C'est un suicide, grosso modo. Effectivement, les premiers mois étaient compliqués, mais justement, quand on prend le temps de se poser sur effectivement ce qu'on veut faire et où on veut faire, le champ des possibles, il est là immense, comme le disait tout à l'heure Virginie. Donc la stratégie, moi, c'est un sujet que j'affectionne. J'en ai fait mon mémoire d'expertise comptable dessus, et notamment sur entreprendre en tant qu'expert comptable libéral. Donc j'ai abordé, le cœur du mémoire était justement sur la stratégie, autour de 2 axes. La première qui était finalement la connaissance de soi, parce que c'est, à mon sens, le meilleur outil qui soit pour mener à bien une stratégie et surtout se faire plaisir. Nous, se faire plaisir au sein de mon cabinet, c'est un peu la base de nos missions, c'est la base de notre métier. Et sans ça, on n'est pas très efficace. Alors, on ne fait pas tous les jours des choses qui nous plaisent, mais on essaie de faire en sorte de mener notre exercice toujours avec plaisir. Donc la connaissance de soi, et la deuxième étape était de la construction du projet entrepreneurial avec une approche stratégique. Et pour ça, c'est là où je pense que ceux qui ont suivi les premiers ateliers vont être contents. J'avais beaucoup utilisé donc le modèle économique et notamment la matrice Canvas. Donc, on va vous montrer une petite image. Elle n'est pas très jolie, mais ça, c'est un document que j'avais préparé 15 minutes avant la soutenance de mon mémoire, parce que j'étais un petit peu au dernier moment, vite. Donc, j'avais préparé ça pour expliquer un petit peu à mon jury, finalement, comment on pouvait aborder la stratégie en repensant nos modèles économiques. Et j'avais essayé de dresser un petit peu le panorama qui était offert au cabinet d'experts comptables pour réfléchir sur la stratégie. Ça a été dit tout à l'heure et on a assez appuyé là-dessus. La base, c'est l'offre et c'est plus la création de valeur. Donc concrètement, c'est à quoi je sers et qu'est-ce que je propose à mes clients. Et de là, on peut se poser toutes les questions qui doivent se poser autour des différents blocs, et le champ des possibles est encore une fois énorme. Donc ça, c'était très bien, hein. J'ai fait mon mémoire là-dessus en me disant, tu fais une pierre deux coups, hein, tu vas faire ton mémoire, soutenir, décrocher ton diplôme et t'installer, sauf que la mise en pratique était un peu plus folklorique, hein, entre le passage de la théorie à la pratique. Donc au début, j'ai commencé, j'avais 2 clients. Je travaillais essentiellement en sous-traitance et je comprenais pas vraiment pourquoi j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas, j'avais l'impression de mener plein d'actions, je décrochais pas de clients. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur mon 3e client qui m'a beaucoup aidé justement à réfléchir sur cette stratégie et à la mettre en œuvre, parce que même accompagne les entreprises dans toute la dynamique collective et notamment la définition de leur vision, valeurs et projets pour mener à bien toutes nos stratégies et nos projets.
Donc, j'ai travaillé avec eux et la base a été vraiment de travailler sur nos 3 axes. Donc, la vision, déjà le projet, hein, la raison d'être du cabinet et ce pourquoi j'avais tellement envie de monter mon cabinet et sans écouter les recommandations des uns et des autres qui me disaient que ça serait compliqué. C'était finalement pourquoi le cabinet si là, pourquoi je veux faire tout ça et pourquoi je veux en faire qu'à ma tête et mener ma barque. On peut peut-être aller sur la slide suivante. Donc là, je vous dévoile vraiment, c'est nos petits secrets internes, mais j'ai pas peur de vous les montrer. Donc moi, pourquoi je voulais absolument créer mon cabinet et mener ma propre barque, c'est parce que j'avais vraiment à cœur d'être vraiment le partenaire de la réussite de mes clients. Et là, on a enlevé un petit mot qui était que je choisis d'accompagner. Donc, les projets sur lesquels je souhaite m'engager, ce qui n'est pas vraiment le cas et ce qui n'était pas vraiment le cas dans mes précédents cabinets où finalement, on le disait tout à l'heure, l'adhésion des collaborateurs pour suivre une stratégie et pour mener à bien le projet, elle est quand même essentielle. Et c'est vrai que, par exemple, choisir de se spécialiser sur un métier restauration, si nos collaborateurs sont pas dedans, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'était vraiment la base. Et à partir de ça, on a réfléchi aussi à nos valeurs finalement. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour nous et qu'est-ce qui nous fait vibrer? Vibrer, c'est un mot qu'on utilise beaucoup chez nous parce que ça fait écho avec le plaisir qu'on prend dans ce qu'on fait. Et vibrer, c'est essentiel pour nous. Nous, c'est mon équipe. Ah oui, parce que je suis plus toute seule depuis. Hein. Je suis plus toute seule et on va en parler après. Peut-être d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Ce que vous voyez ici, je ne l'ai pas fait seule. Évidemment, j'y ai réfléchi de mon côté lorsque j'ai créé mon cabinet. Ça a évolué, ce qu'on disait tout à l'heure, rien n'est figé et il est nécessaire de faire preuve d'agilité pour ajuster en permanence parce que il peut qu'à des moments, on ne prenne pas forcément les bons chemins. Il faut être capable de faire une pause, de regarder où on en est et de corriger si besoin est ou d'ajuster. Donc nous, c'est mon équipe et moi. Donc tout ça, on l'a fait ensemble. Les valeurs, c'est aussi une base de la stratégie parce que au-delà du mot qui peut paraître pompeux et qui est très à la mode, elles déterminent beaucoup de choses. Elles vont déterminer d'une part notre façon de travailler vis-à-vis de nos clients, notre façon de nous comporter aussi. C'est des critères qui sont essentiels pour nous, par exemple dans notre recrutement. Plutôt que les compétences, on va plus aller challenger les valeurs qui sont fondamentales. Dernier exemple en date, un recrutement qui s'est pas bien passé parce que on n'était pas vraiment en adhésion totale et ça s'est démontré en fait qu'on n'avait pas assez pris de temps pour se poser sur cet axe-là. La vision, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas mener une stratégie sans savoir où on va. C'est quand même la base. On doit savoir où on va. Et les clients avec qui j'ai travaillé m'ont fait justement réfléchir à la stratégie qu'on avait à court terme, moyen terme et long terme. Alors, ils ne m'avaient pas imposé d'échéance particulière. C'était moi et mon ressenti, et celui de mon équipe, de là où on voulait aller. Là, on vous a repris la vision qu'on avait élaborée en 2017. À très court terme, on était jeunes, c'était il faut que tout le monde soit OK et qu'on passe la période fiscale correctement parce que c'est une priorité. À moyen terme, on avait donc été pour nous septembre 2018, donc assez rapproché, qui était une problématique de croissance, effectivement, parce qu'on commençait là, on était 3. Effectivement, il fallait qu'on s'intéresse un petit peu à notre suite et notre survie finalement. Et long terme, qui était septembre 2022, on avait pour ambition d'ouvrir 3 business units. Donc, activité graphique, là, on est à la 2e. On commence à la 2e. Et enfin, on a défini des axes de travail. Donc, quels axes sont importants au sein de mon cabinet pour mettre en œuvre cette stratégie et quels sont les sujets sur lesquels on va travailler. Donc là, vous les avez, par exemple, on a en interne un axe qu'on a appelé DAFRI, hein, c'est grosso modo, je pilote financièrement et extra-financièrement mon cabinet. On en a parlé tout à l'heure et au niveau des stratégies, un axe sur les partenaires d'offres complémentaires, parce qu'on est quand même un petit cabinet, on est 4 à Paris et 1 à Toulouse. Donc effectivement, on ne peut pas tout faire, hein, notamment sur les missions qu'on exerce.
Bon, et puis on a un axe révolution aussi. Un axe révolution, c'était vis-à-vis des instances. Donc, c'est pas mal. Je pense que on est. Non, non, mais c'est justement, c'est que ça se passe. C'était essayer de rentrer un petit peu et de communiquer nos messages de jeunes experts comptables auprès de l'ordre. Et donc, je pense que celui-là, il est largement rempli. Et tout ça pour nous, donc on parlait de stratégie très, très dure tout à l'heure, ça, nous, le cœur, il est là, en fait. Et avec tout ça, ben, qu'est-ce qu'on a défini? Une feuille de route. Effectivement, une feuille de route qui a été abordée sous le format d'un master plan. Un master plan, gros, j'ai mes visions à atteindre, mes axes de travail que vous voyez en dessous, et finalement, quels résultats on doit obtenir à des périodicités données qui nous permettront de valider qu'on a atteint notre vision. Donc, par exemple, sur la vision court terme, qui était avant le rush de la période fiscale, chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, on avait bien fait les répartitions des tâches, on avait organisé nos plannings. Je vous donne des petits exemples. Et ce qui est important, c'est que c'est pas moi qui ai porté ça toute seule, hein. Tout le monde était engagé déjà sur des axes. On a on va dire des responsables, des porteurs d'axes. Et les résultats que l'on détermine, il y a un responsable qui doit s'assurer que le résultat est atteint, mais c'est pas moi qui fais tout. Donc tout le monde porte des projets, porte des résultats, se fait accompagner ou aider de qui il veut pour y arriver, mais il est responsable de l'atteinte du résultat. Donc ça, on l'a lancé, on a donc été accompagné par nos clients et eux, dans ce qu'ils proposent et leur accompagnement, c'est un suivi bimensuel de ce master plan. Alors, autant vous dire qu'au début, on a tenu la cadence, mais il était compliqué. On l'a dit aussi tout à l'heure, dans nos métiers qui sont essentiellement faits de run, on travaille la plupart du temps pour nos clients. On a peu de temps pour s'occuper de notre propre projet. Et effectivement, faire des points tous les 15 jours sur l'évolution et la réalisation de notre stratégie, c'était un peu compliqué. Donc, on a mis un petit peu de côté et on a trouvé une alternative pour le suivi et vraiment avoir ce moment où on appuie sur pause. C'est qu'on a, bon, c'est pas très, très joli comme nom, mais on a créé les silatons. L'idée était une fois par trimestre. Maintenant, on se pose, on essaye de s'en aller au vert, 2-3 jours en équipe, et on se repose sur ces sujets, on regarde où on en est. Il est important aussi, et en tout cas chez nous, de recueillir l'avis de tout le monde, parce que seule la stratégie, elle ne tient pas, mais les autres ont aussi beaucoup à nous apporter. Parce que moi, c'est ce qui m'avait manqué principalement, et je le dis ouvertement et en toute transparence, dans mes précédents cabinets, ce pourquoi je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais, c'est qu'on ne m'écoutait pas. Mon avis n'avait pas forcément d'importance, les idées que je donnais n'étaient pas forcément entendues, et concrètement, on me demandait d'appliquer une stratégie qui était fixée sans me demander finalement mon avis. Et quand on est électron libre, ben, ça passe pas toujours. Donc, pour les suivis, voilà ce qu'on a fait. On a trouvé cette alternative, qui sont les silatons, une fois par trimestre, appuyés sur pause. On s'en va, on prend l'air et on réfléchit à tout ça. Ça, c'est pour la partie stratégie. Et alors, du coup, dans l'activité du cabinet, c'est vrai qu'au début, on est parti sur un schéma assez classique, hein, parce que concrètement, on ne savait pas trop où on allait. L'idée était plutôt de tester et déjà voir si on arrivait à vendre des missions. Et puis, est venue très vite et un peu malgré nous les missions d'accompagnement de direction financière, ce qui est très bien, pour la simple et bonne raison on dit souvent on attire à nous des clients qui nous ressemblent. Ben, moi, au démarrage, création ex nihilo, j'ai eu beaucoup de créateurs d'entreprises et j'ai eu notamment beaucoup de jeunes boîtes qui accéléraient très vite. Donc, des boîtes qui se sont lancées à 2 personnes et qui, en 3 ans, sont passées à 25, 30 personnes. Et nous, à la base, on était simplement experts comptables de base, mais avec cette addiction de je veux t'accompagner différemment. Et on a suivi un petit peu leur évolution et leur montée en puissance par le calibrage de nos missions. Donc, on a commencé à un peu accompagner sur des sujets de financement, sur des sujets de structuration de la fonction de finance et du système d'information. Et
petit à petit, en fait, on a calibré nos missions et le bouche à oreille a fait le reste, on va dire. A fait le reste dans le sens où on a accompagné 1, 2, puis 3 clients comme ça. C'est vrai que dans le monde des jeunes boîtes, pour pas dire start-up, l'écosystème est quand même assez petit et beaucoup de gens se connaissent et les gens parlent beaucoup entre eux. Et finalement, on nous a recommandé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, je me suis dit, c'est super, j'exerce ces missions, mais un peu comme ça, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour déjà se conforter dans l'idée qu'on fait bien, voir ce que font un petit peu les autres et si on peut apprendre aussi des autres sur ces missions, et puis échanger de bonnes pratiques sur ces sujets. Et du coup, on a créé la formation d'HEC, le parcours de direction financière externalisée, où là, on continue à se former, ce qui est super, et notamment sur la partie soft skills, qui est un peu notre point noir dans notre parcours de formation classique. Et donc la formation, ça, je pense que c'est important pour se conforter puis s'améliorer aussi sur ces missions-là. Oui. Oui, juste pour dire que Stéphanie est la vice-présidente du club DAF externalisé de l'ordre, et c'est dans ce cadre-là qu'on a institué à l'ordre ce parcours DAF HEC externalisé. Et ça fait au rebond avec la nécessité impérieuse de former vos collaborateurs à ces nouvelles compétences. Et éventuellement, et c'est là que je trouve très intéressant dans le témoignage de Stéphanie Laporte, c'est de dire, nous avons un besoin vis-à-vis de clients, alors là en l'occurrence des petites structures, des startups, etc. Nous n'avons pas forcément un environnement qui nous permet de former nos collaborateurs à ces nouvelles compétences. Eh bien, il n'y a pas de problème. On va aller nous-mêmes créer notre propre programme, notre propre cycle de formation de compétences. Alors là, en l'occurrence, ils ont été cherchés à HEC, Paris, mais ça aurait pu être une autre institution. Et on va construire, on va co-construire avec un expert dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de la formation continue. On va co-construire avec eux le programme qui va nous permettre ensuite de former nos collaborateurs dans une problématique, de nouvelles missions, etc. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est cette capacité qu'a le chef d'entreprise à un moment donné face à une problématique, dire si ça n'existe pas sur le marché, ça n'est pas grave, je vais créer. Et on a la possibilité aujourd'hui de créer une problématique qui va aider nos clients ensuite dans cette approche. Effectivement, il faut la créer, il ne faut pas aussi se priver de la tester, hein. Moi, c'est sur mon premier client où j'ai quasiment tout testé et qui m'a permis de développer ces missions. Là aussi, pardon, mais je voulais aussi rebondir sur ce point parce que je vois trop les experts comptables ne pas suffisamment poser les questions aux clients. Je trouve ça très intéressant quand Stéphanie Laporte dit en fait, on a co-construit l'offre avec nos clients, ce qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, vos clients, gracieusement, vous aident à co-construire. C'est eux finalement qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. N'hésitez pas. Et là, je pense qu'il y a parfois un peu une forme de peur ou d'appréhension à aller avec le client et à co-construire avec le client ce dont il a besoin. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est très intéressant, ce témoignage. Donc, juste peut-être un petit mot pour conclure et pour vous dire finalement où on en est aujourd'hui. On se rappelle, je pars ex nihilo il y a 6 ans, j'ai 2 clients et je suis toute seule. Aujourd'hui, on est, ce qui est cool, c'est que j'ai débauché plein d'anciens copains. Donc, on travaille avec des anciens collègues. On est donc 4 à Paris, que des seniors, ce qui est chouette et confortable. Pour nous, une personne à Toulouse, donc on est 5 aujourd'hui et on est passé de 2 clients à environ 120 aujourd'hui. Voilà, pour vous donner un peu l'idée. Et mon dernier point qui est, je pense que ces sujets-là, on sait tous à peu près ce que ça veut dire et comment on voudrait faire. On a un peu de mal à passer en pratique parce que c'est pas inné chez nous. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Moi, je l'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'accélérer très vite sur ces sujets et qui nous permet d'en être où on est aujourd'hui. Donc, un peu en avance sur notre vision à long terme. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Je pense que ce témoignage est vraiment très intéressant. Donc, tout est possible, hein. Donc, une stratégie
des petits pas, théoriser, mise en application, changer, co-construire avec le client, reco-construire avec le client, donc co-construire avec les 120 clients. et donc aujourd'hui, une expert comptable épanouie, heureuse d'être au service de ses clients avec le respect de la raison d'être. Toujours. Donc des clients, j'imagine, refusés. Voilà, des clients refusés, des clients acceptés, enfin voilà, une expert comptable chef d'entreprise. Elle vous a présenté son modèle Canvas, le modèle économique Canvas. C'est un modèle qui a été présenté dans le cadre de l'atelier 2 par Philippe Barré. Donc en plus, ça fait écho, c'est très intéressant. C'est un outil, c'est vraiment un outil très riche sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir justement réfléchir à votre vision et à votre stratégie. Voilà, donc vous l'avez également dans l'atelier 2 en format conceptuel. Donc, oui, hein, donc tous les slides sont à votre disposition. Donc vous les avez de 1, 2. Les ateliers sont en replay sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Le 1, 2 et celui-ci incessamment sous peu. Et donc vous pouvez retrouver tous les supports. À la fin de chaque atelier, on vous met des supports pratiques et techniques. Et le modèle Canvas en faisait partie à la dernière édition. Le format des ateliers, c'est toujours celui-ci. Un sachant, un expert comptable pour nous faire part de sa pratique, parce qu'on souhaite vous atteindre au cœur. On ne veut pas que ce soit trop théorique, on souhaite que ce soit pratique. On espère qu'on a répondu à cette feuille de route qui nous est chère. On répond aussi à vos questions et là, c'est maintenant à vous la parole. Alors, soit dans la salle, soit vous pouvez nous mettre des questions sur Slido ou ailleurs sur le GoToWebinar. Je ne sais pas si on en a, on n'a pas accès. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, et je vais vous donner le micro pour que ceux qui sont à distance puissent vous entendre. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à votre… vous m'entendez là, hein, par rapport à votre inscription à l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce type de mission ne correspond plus vraiment aux missions classiques. Et comment on fait pour s'organiser, pour préparer un contrôle qualité? Non, mais sincèrement, je suis vraiment dans le cas. Et du coup, je suis confrontée à une difficulté, c'est qu'en fait, on contrôle comme si c'était des dossiers classiques, alors que ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai besoin de savoir, parce que je suis un peu démotivée du coup. Alors, moi, j'ai mon premier contrôle qualité. J'ai reçu mon petit courrier il y a 2 semaines, je crois, en mai 2022. Je regarde Virginie parce qu'il est signé par Virginie. Mais je pense qu'il faut le prendre comme une aubaine, justement, pour justement, je pense que ça nous permettra de comprendre et d'adapter un peu nos dossiers de travail qui, effectivement, ne collent pas du tout à un dossier de travail traditionnel. J'y ai pas encore réfléchi, mais peut-être que là, Virginie pourra nous dire. Donc, je suis vice-présidente de l'Ordre et j'ai aussi choisi d'être présidente du contrôle qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a 3-4 ans, on a réformé le contrôle qualité pour qu'il ait un aspect performance des cabinets. Et bien évidemment, on va tenir compte de tous ces nouveaux métiers. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, on a 140 contrôleurs qualité qu'on forme et reforme, auxquels on explique la performance, mais parfois on peut avoir quelques loupés. Donc, on va faire comme Stéphanie. On va co-construire avec vous ces nouveaux contrôles qualité. Donc, surtout, n'ayez pas de stress. Moi, mon objectif en tant que présidente du contrôle qualité, c'est que dans quelques années, les experts comptables me réclament un contrôle qualité. C'est mon objectif et que ce ne soit pas une punition. Je vais faire ma stratégie. J'ai commencé à former et à bien former et à donner un nouvel ADN au contrôle qualité. C'est évidemment compliqué parce que là, j'ai une équipe de 140 contrôleurs qualité. Je co-construis avec eux. Au-delà des 140 contrôleurs qualité, j'ai 10 superviseurs
Et puis après, il y a les permanents de l'ordre. Donc, surtout, n'ayez pas peur. S'il y a un souci, appelez-moi, demandez-moi, je vous donne mon portable, tout ce que vous voulez, et on va co-construire ensemble, et avec Stéphanie aussi. Le contrôle qualité, il est aléatoire, donc Stéphanie est une de nos élus, elle a un contrôle qualité, j'ai d'autres élus qui ont des contrôles qualité, tout ceci sont des critères aléatoires, je ne sais pas qui a des contrôles, vous n'avez pas été choisi parce que vous faites qu'une mission spécifique, hein. On n'a pas de ciblage en termes d'activité parce qu'on ne le sait pas, on a mis dans les ciblages, les experts comptables qui, depuis 15 ans, n'auraient jamais eu de contrôle qualité, d'autres experts comptables qui sont inscrits depuis 5 ans. On s'est dit, voyez, et après, il y a une machine aléatoire, hein, il y a 6300 experts comptables, et il y a une machine aléatoire donc, qui sort comme ça des noms. Donc, j'adorerais qu'on fasse le même atelier dans 3 ans et que vous me disiez, j'ai la grande chance d'avoir un contrôle qualité, je vous remercie. C'est mon objectif. Donc, s'il vous plaît, co-construisons ensemble et ne soyez pas démotivés. Pour ceux qui sont à distance, je redonne le code si vous avez des questions. C'est 023 666. 023 666 sur Slido. Donc, si vous avez des questions, encore 5 minutes. On est à votre écoute et prêt à y répondre. Évidemment, vous vivez, le secteur de l'expertise comptable vit en ce moment de profondes mutations. Donc, on apprend aussi en marchant. Et donc, tout le monde, que ce soit vous, les professionnels, que ce soit les institutions, que ce soit, etc., les organes de contrôle, de qualité, etc., tout le monde est en train de s'adapter et s'ajuster par rapport à ces évolutions. Bon, parfois, c'est un peu comme un funambule sur sa corde, c'est un peu chaud. Mais voilà, c'est une période qui est une période de forte transformation, donc vous vivez ça. Alors, comme on n'a pas de questions, je vais répondre précisément. Il y a des incontournables dans le contrôle qualité. Ah, il y a des questions. Le manuel interne de votre cabinet, même si vous êtes toute seule, il y a des procédures. Le respect de la norme anti-blanchiment. Pour concernant vos clients, est-ce que vous avez leur pièce d'identité, la déclaration des bénéficiaires effectifs? Je ne sais pas si vous êtes dans les missions de direction financière externalisée comme Stéphanie, mais il est vrai que cette mission-là nous posait problème il y a quelques temps, mais depuis la dernière loi Pacte, la finance a été rajoutée à l'article 2 de l'ordonnance. Donc, on est beaucoup plus à l'aise qu'avant sur cette mission-là. Évidemment, les lettres de mission, c'est le b.a.-ba, une lettre de mission. Si le modèle qui vous est proposé par l'ordre n'est pas adapté, vous faites la lettre de mission que vous voulez. Oui, pardon, j'ai dit modèle, ce sont des exemples qui vous sont proposés, hein. Donc, ce n'est pas un modèle, vous n'avez aucune obligation sur la forme. Donc, on en parle précisément ensemble. Les questions. Bien, merci. Quelques questions de la part des personnes qui sont en distanciel. Moyen de développer l'esprit critique des collaborateurs afin de les adapter à la stratégie de diversification et aux nouvelles missions de conseil. Je crois à travers le témoignage de Stéphanie Laporte, ce qui était très intéressant, c'est comment j'implique, comment je motive, comment je fais en sorte que mes collaborateurs, à un moment donné, s'intéressent à l'évolution et au développement du cabinet, c'est les axes de travail. Et vous avez vu les axes de travail, je vais me permettre de les remettre, les axes de travail qui ont été choisis dans ce cadre de l'évolution du cabinet, c'est des axes de travail qui ne sont pas sur le métier en tant que tel. On parle d'organisation interne, on parle de conquête, on parle de communication, enfin les mots qui ont été choisis pour définir ces axes de travail qui sont portés, comme elle l'a dit, par les collaborateurs, sont des éléments qui sont structurants. On est là sur l'architecture du cabinet, on n'est pas sur l'activité en tant que telle. Et c'est à travers ces axes qu'on va impliquer les gens dans la dynamique de suivi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais c'est surtout là-dessus que vous allez amener. Si vous n'impliquez pas vos collaborateurs dans la réflexion
de l'architecture du cabinet, au moment où vous allez être sur la stratégie, ils vont évidemment ils vont avoir du mal à adhérer, ils vont avoir du mal à comprendre. Alors, l'architecte, donc inclure les collaborateurs, donc ça peut se faire tout bêtement à la machine à café en fait. C'est bêtement se parler. On est là dans le soft skills, c'est se parler, expliquer tiens tel nouveau client nous demande telle mission ou voilà, on se parle et on parle de l'environnement et de ce qui change. Je voulais vous parler des formats e-call. En fait, vous pouvez envoyer vos collaborateurs au e-call. C'est des formations qui ont été faites, 3 formations. Donc, comment je transforme mon collaborateur pour qu'il aille vers le full service. Donc, un collaborateur, on va dire, classique, je l'envoie vers le full service. On a un e-call full service, un collaborateur un peu plus confirmé, je veux qu'il accompagne mes clients dans la gestion. On a un e-call spécial gestion. Il y en a un troisième, je ne me souviens jamais lequel. Donc, je vous propose d'aller voir le catalogue de l'ASFOREF qui vous propose ces formats e-call. Les collaborateurs reviennent de ces formations toujours ravis. Donc, c'est un mix présentiel et visio avec une architecture d'apprentissage. Nous sommes rapprochés d'une société qui s'appelle Didasc, qui est un neuroscientiste qui a observé comment on apprend facilement. Et donc là, tous les formats qui sont faits en distanciel, donc les préparations des présentiels sont sous ce format Didasc. On pose des questions, on y va, on apprend ensemble pour que le collaborateur arrive le jour du présentiel avec déjà une réflexion un petit peu mûrie. Donc, je vous propose les formats e-call qui sont super pour ces collaborateurs. La question d'après, elle est géniale. Par qui vous êtes fait accompagner? Donc, je remercie la personne qui la pose parce qu'on va mettre mes petits slides. Ah d'accord, tu veux pas? Ok, c'est toi le chef, hein, Jean-François. Merci. Non, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, je voudrais, avant qu'on parte sur la manière dont l'Ordre des experts comptables peut vous accompagner, pensez-vous utile éventuellement de réaliser une enquête client sur ce qu'ils aimeraient trouver auprès de leurs experts comptables comme nouvelle prestation? Oui. Bien évidemment, n'hésitez pas à réaliser les enquêtes clients. Le débat, c'est plutôt les modalités de l'enquête client. Le débat, c'est plutôt l'approche, la manière dont, avec la proximité que vous avez avec vos clients, vous pouvez réaliser ces enquêtes. Mais bien évidemment, allez les interroger, allez les sonder. Évidemment, je privilégie le face-à-face, je privilégie la proximité, c'est-à-dire prendre du temps avec votre client dans votre accompagnement, d'aller les interroger sur ce dont ils ont besoin. Également, faites du benchmark. J'ai entendu un peu de la part de Stéphanie dans son témoignage du benchmark, c'est-à-dire on va voir ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait ailleurs. Et là aussi, impliquez vos collaborateurs dans ce benchmark. Ils vont revenir avec plein d'idées. Autre question. Bonjour Stéphanie, as-tu l'intention de mettre en place une stratégie partenariale? Comment? Alors aujourd'hui, des stratégies partenariales, on en a, mais avec des partenaires externes, notamment avocats ou consultants. On a un petit peu notre écosystème avec qui on travaille. Aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat, comment l'expliquer? Chacun chez soi, mais on travaille beaucoup ensemble. Ça nous va aujourd'hui, mais effectivement, petit cabinet que nous sommes, on est obligé d'avoir une stratégie partenariale. Merci Stéphanie. Avant de conclure, parce que le temps nous est compté, il y a 2 questions. Pouvez-vous afficher le canevas de Stéphanie? Vous l'aurez dans les slides et dans le document. Où trouve-t-on les slides de l'animation? Je crois qu'on vous les envoie, c'est ça, par mail? Oui, on vous les envoie par mail après. D'accord, donc tous ceux qui ont participé, qui ont suivi cet atelier auront l'occasion. Enfin, il faudrait que le contrôle qualité soit vécu comme une manière de faire progresser et pas comme une sanction.
ça répond. Alors, merci à celui parce que évidemment, c'est fondamental. Merci pour ce point, mais c'est fondamental. Le contrôle qualité, c'est d'abord l'occasion pour les professionnels de s'améliorer. On est dans un processus continu d'amélioration et pas dans un processus de sanction. Madame Laporte est devenue plus une société de staffing qu'une société d'expertise comptable. Peut-être, c'est peut-être l'évolution de votre métier. C'est les deux, mais enfin, ça peut poser la question. Alors, Virginie, vous disiez que l'Ordre des experts comptables accompagnait ses adhérents, ses membres dans ces parcours de la transformation, et donc elle va vous donner quelques éléments à ce sujet. Donc, je vous ai remis le slide du parcours de la transformation que je vous présente à chaque fois. Il a changé un petit peu de forme. Les 3 axes, la stratégie de cabinet, le management de transformation et la vente des missions. En plus de tout ceci, on a des outils proposés par l'ASFOREF, le Cap Newbies, Cap Performance proposé par la SOREF, vous le connaissez tous, c'est là qu'on y trouve son manuel cabinet, l'aide DUER, il y a des modèles de l'aide de mission, il y a une aide RGPD, il y a des autodiagnostics de performance, des autodiagnostics de normes pour préparer votre contrôle qualité si vous le souhaitez. Et une formation Cap Newbies qui est l'outil un outil Cap Newbies qui est l'outil qu'on va vous proposer à peu près au printemps prochain, qui est une aide qui est un outil en fait de gestion prévisionnelle des compétences. Donc une fois que j'ai choisi ma stratégie, l'outil va nous aider aussi à mettre à plat la stratégie. Une fois que j'ai mis le profil de mes collaborateurs, l'outil va vous proposer un plan de formation. Parce que évidemment, on ne change pas l'ADN de nos collaborateurs comme ça du jour au lendemain. Comme vous n'arriverez pas non plus, enfin, je pense, en tous les cas, j'y suis pas arrivée, à trouver votre stratégie comme ça au bout d'un atelier d'1h30. Ces ateliers sont de la sensibilisation pour aller plus loin. Cette sensibilisation, elle est nécessaire, mais j'ai envie de dire, le plus loin, c'est quoi? C'est de se faire aider. Stéphanie s'est fait aider par un coach. Je me suis fait coacher aussi dans la stratégie de mon cabinet. C'est pour ça qu'à l'Ordre des experts comptables, on vous propose des coachs. On vous en a parlé. Là, je vous ai mis donc la photo de nos 10 coachs. On vous donnera leur pédigré et tout ceci incessamment sous peu. Donc, on a 10 coachs qu'on a reçus pour vous, sélectionnés pour vous. Ils sont tous assez différents. Certains sont experts comptables, d'autres pas du tout. Certains connaissent la grande entreprise, d'autres la petite entreprise. Vous ferez votre choix, je l'espère, et pour mener à bien votre stratégie. Et aussi, j'ai aussi souhaité qu'on ait un parcours, qu'on ait des mentors. Qui sont les mentors? Ce sont des contrôleurs qualité qui, mieux que les contrôleurs qualité, connaissent aussi les cabinets d'expertise comptable et les problématiques des experts comptables. Donc, on a 140 contrôleurs qualité à Paris. J'ai demandé à ceux qui avaient de l'appétence pour ce mentorat. Donc là, on est dans du mentorat d'experts comptables qui parlent à des experts comptables. C'est du mentorat, du tutorat, et on avance et on avance ensemble. Ces mentors vont être formés à la fin du mois sur le management de transformation. On les forme pendant 2 jours et ils seront là disponibles pour vous aider si vous le souhaitez dans votre démarche. Si à un moment donné ça coince, si vous faites votre canvas tout seul et que vous vous rendez compte que en mai de l'année prochaine, après la période fiscale, vous n'avez pas retouché le modèle et qu'il ne s'est pas passé grand-chose, vous avez peut-être besoin d'un mentor ou d'un coach. Ces personnes ont vécu ce que vous avez envie de vivre. Et donc, ils sont extraordinaires parce qu'ils l'ont vécu, ils ont l'expérience pour vous accompagner dans également la réalisation. Quand vous avez monté une fois le Kilimandjaro, vous savez comment c'est dur, vous savez ce qu'il faut faire, et donc c'est très
utile pour réaliser, pour des gens qui ne l'ont jamais fait et qui veulent le faire, c'est très utile. Donc c'est vraiment une aide indispensable dans des projets de transformation. Notre prochain rendez-vous, mardi 14 décembre. On vous attend. Donc là, on passe au deuxième thème, le manager la conduite du changement, piloter la transformation, les process, les outils, nos collaborateurs essentiellement. Je vous remercie de votre attention. Merci pour vos commentaires sur Slido. Ça nous permet de nous améliorer. Si vous êtes super content, dites-le, ça nous fait très, 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 très plaisir. Et le code 023 666, merci Jean-François. Bien évidemment, si il y a des thèmes qu'on n'aborde pas, dites-le nous. On est là à votre disposition. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci Stéphanie pour ce témoignage. Merci Jean-François.